pourquoi cette recherche est intéressante pour les entreprises? Donc, alors, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi un professeur d'entrepreneuriat s'intéresse à la CIA, qui n'est pas exactement une entreprise entrepreneuriale, en tout cas. C'est parce que donc je travaille en entrepreneuriat et en innovation. Je m'intéresse à l'incertitude, aux environnements complexes qu'on a du mal à appréhender. Et en fait, en étudiant la CIA, alors même si son métier est quand même assez particulier dans certains domaines, hein, la plupart des entreprises n'ont pas toute l'activité de la CIA, mais on trouve des points communs avec la difficulté de percevoir des ruptures dans l'environnement, des innovations qui... alors, ces ruptures peuvent être de nature géopolitique comme la Tunisie, hein, qui a un impact très fort sur le plan économique et financier. Donc beaucoup d'entreprises françaises, évidemment, ont été affectées par ce qui s'est passé en Tunisie. Mais dans le domaine, je dirais, de l'innovation aussi, on a de nombreux exemples d'entreprises qui ont du mal à percevoir des changements radicaux de leur environnement. Ces changements radicaux peuvent être des secrets au sens où un concurrent rentre sur le marché de manière extrêmement brutale. Donc l'iPhone d'Apple est un très bon exemple pour Nokia, qui là aussi, on peut le dire, a été victime d'une certaine surprise stratégique, qui a été plus longue à venir, mais qui est en gros l'arrivée de l'iPhone en juin 2007. Donc Nokia, acteur dominant de la téléphonie mobile depuis le début des années 90, puisque Nokia devient le leader mondial de la téléphonie mobile à peu près en 93. Et donc pratiquement 10 ans de domination avec 40 à 45% de part de marché. L'arrivée de l'iPhone en 2007 qui rebat complètement les cartes de cette industrie, notamment dans le haut de gamme où Nokia faisait une part très importante de ses marges, et une difficulté très grande à la fois d'anticipation de Nokia et de réaction à l'arrivée d'Apple qui, encore une fois, a complètement rebattu les cartes. Toute attaque est précédée de signaux faibles. Et ce qu'il faut surtout, c'est être capable de saisir ces signaux. Et puis si on est capable de saisir les signaux, on sera prévenu plus tôt. Et si on est prévenu plus tôt, évidemment, on peut se préparer. C'est quelque chose qu'on entend également beaucoup dans le domaine de l'innovation, hein, sur l'étude des marchés, notamment dans des situations de rupture. On dit qu'il y a toujours des signaux faibles. Qui peuvent être des nouveaux besoins clients ou des changements de comportement de consommateurs, etc. Là, c'est pareil, toute attaque est précédée de signaux faibles. Alors, en l'occurrence, Pearl Harbor, c'est s'avancer plus près du Japon pour écouter si on n'entend pas des moteurs, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas de satellite. Hein. Observer peut-être l'ambassade japonaise à Washington, etc., pour avoir ces signaux avant-coureurs et être capable, évidemment, d'avoir l'information plus tôt. Voilà, donc on va qualifier ça d'information, d'explication cybernétique, c'est-à-dire qui est liée à l'information qu'on obtient et à la capacité d'obtenir cette information plus tôt. Jusque très récemment, pour simplifier, mais à peine, la CIA était formée de blancs, nord-américains, classe moyenne, oui, nord-est de l'Amérique, qui n'avaient pas voyagé à l'étranger, sinon on ne rentre pas à la CIA, parce qu'on peut avoir été pollué, entre guillemets. Donc l'immense majorité d'entre eux n'a jamais mis les pieds hors des États-Unis, et qui parlent finalement très peu de langues étrangères. Dans le service qui suivait l'Iran, notamment, personne ne parlait le farsi, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la langue qu'on parle en Iran, donc c'est quand même relativement embêtant. Cette homogénéité du personnel a un avantage, comme toute homogénéité, c'est qu'évidemment, quand vous arrivez, tout le monde se comprend, tout le monde se connaît, ça fonctionne bien, on a les mêmes références culturelles. Et un immense avantage qui est que tout le monde se connaît, tout le monde se comprend, et on a les mêmes références culturelles. Et on le voit, alors je ne sais pas si je l'ai mentionné, très 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 masculin, hyper masculin. Là aussi jusque très très récemment. Récemment, c'est les années 2000. Alors, pourquoi c'est important? Parce que on voit là une des raisons de la difficulté qu'a l'organisation à se mettre à la place de, pour simplifier, ce qu'on va appeler ses opposants ou ses cibles. Pour conclure, l'intérêt de cette approche, de regarder l'identité, c'est d'abord que on met en lumière des points communs avec des choses qui jusque-là étaient traitées de manière séparée, donc les secrets et les mystères, avec une approche plus globale d'un phénomène qui est la surprise stratégique.
On unifie les autres approches, donc on n'exclut pas l'explication psychologique, les dynamiques organisationnelles, la nécessité de percevoir des signaux, etc., bien sûr, mais on est en amont de ces explications et donc on les intègre dans une explication plus globale et finalement plus satisfaisante. Ça nous explique pourquoi on a cette idée du mauvais puzzle, hein. Pourquoi est-ce qu'une organisation peut être focalisée sur un problème en ignorant complètement un autre problème, en se trompant complètement de problème. Pourquoi les réorganisations qu'on observe régulièrement, mais alors en l'occurrence pas seulement dans le domaine du renseignement, hein, finalement ne résolvent pas ces problèmes, simplement parce que les problèmes ne sont pas, en tout cas pas directement organisationnels, ils sont identitaires et culturels. Et donc cette vision de la surprise stratégique comme une construction sociale sur la base de l'identité et des caractéristiques culturelles et des mécanismes sociaux permet, au contraire peut-être des autres explications, une base d'action pour les managers, pour les dirigeants de ces organisations, pour se dire, effectivement, si qui on recrute est si important, et comment on forme ceux qu'on recrute est si important, eh bien, il faut peut-être s'intéresser à qui on recrute et comment on les recrute et essayer peut-être d'avoir plus de diversité, etc. Un exemple de levier possible.